Info 243 au cœur de l'actualité. Mesdames et messieurs journalistes, bonjour. Je vous remercie vivement de votre présence et surtout de votre sollicitude pour l'intérêt que vous manifestez à m'accorder aujourd'hui cette interview, ce point de presse, pour faire connaître mon ONG d'abord, mais aussi et surtout pour parler de l'actualité. Alors, mon ONG, c'est État des droits en marche. Pourquoi État des droits en marche? Parce que depuis notre accession à l'indépendance, depuis 30 juin 1960, dont on va fêter bientôt l'indépendance en termes de mémoire, malheureusement, notre pays a été caractérisé par des régimes dictatoriaux jusqu'à l'alternance politique, caractérisée essentiellement par l'arrivée de M. Tshisekedi au pouvoir. À partir de là, nous avons considéré que l'état des droits était né et que cet état des droits qui est né, pour lequel l'on militait, comme toute naissance, comme un enfant qui naît, doit apprendre à marcher et puis après courir. Mais dans ce parcours-là, on peut avoir on peut balbutier, on peut trébucher, on peut tomber, mais l'essentiel, c'est qu'on arrive à se relever. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on a tendance à peindre un tableau malheureux pour démontrer que notre état de droit est en recul ou est en chute libre. Nous considérons en ce qui nous concerne que cet état de droit est en marche et que nous voulons donner notre son de cloche par rapport à la trilogie Église, spécialement l'Église catholique, et opposition, ainsi que certaines ONG, on pourra dire, qui sont essentiellement par rapport aux subventions nourries aux mamelles des Occidentaux, qui sont là pour, comme dans le passé, quand on ne veut pas d'un régime, on peint d'un tableau totalement noir et essentiellement on cible le point sensible, violation des droits de l'homme. C'est dans ce cadre-là, pour faire entendre notre son de cloche, pour faire davantage dire à nos compatriotes, ainsi qu'à l'opinion internationale, qu'au Congo, il y a l'avancée et qu'il y a un état de droit qui est en marche. C'est ainsi que nous vous remercions vivement de cet intérêt que vous manifestez à notre ONG, à travers vous, vos téléspectateurs ainsi que vos auditeurs, et je reste totalement à votre entière disposition, tout en renouvelant mes remerciements pour répondre à toute question éventuelle que vous allez me poser pour tout éclaircissement. Je vous remercie. Alors, bon, voilà, il fallait d'abord un petit pas en arrière pour me présenter. Je suis Maître Oscar Mobiaï, je suis avocat basé en France et au barreau de Lille. Donc, je vis en Europe et que depuis peu, je suis à cheval entre Congo et France et que notre ONG existe depuis quand? Très bonne question. Nous ne sommes que les nouveaux-nés. Ça date de mois d'avril, depuis mon retour. Et voilà, depuis là que nous sommes là. Droit en RDC, à vol d'oiseau, je rappelle qu'il faut marquer 2 étapes. La première étape, qui est caractérisée par les régimes dictatoriaux successifs qui ont eu lieu dans notre pays depuis notre accession à l'indépendance le 30 juin 1960. Ça c'est la première étape, et jusqu'à l'arrivée au pouvoir de M. Tshisekedi, caractérisé par l'alternance politique, la première d'ailleurs dans notre pays, sans un coup de feu. Depuis cette alternance, donc avec les élections de 2018, il y a eu, à mon avis, rupture entre le passé et le présent actuel, et que nous souhaitons aussi l'avenir pour que nous restions dans cet élan d'un état de droit qui est né. Donc vous comprendrez que je caractérise la naissance de l'état de droit à partir de l'alternance politique de M. Tshisekedi au pouvoir. Alors, quels sont les signaux qui caractérisent cet état de droit? Avant de pouvoir donner les signaux,
quand je parle de rupture, cela s'inscrit même dans le cadre de notre Constitution. Quand vous prenez l'exposé des motifs de notre Constitution, à son point 6, il est dit que les préoccupations majeures du Constitution de 2006, de notre Constitution du 18 février 2006, le Constitution a eu pour préoccupation majeure de mettre fin à l'impunité. Et donc, partant de cela, cet objectif constitutionnel me semble, à mon avis, être en marche, parce que depuis l'arrivée de M. Tshisekedi, le point d'or, son cheval de bataille, les signaux forts qu'il a pu donner, c'est qu'il n'y a plus d'impunité. Donc, l'on a noté avec le procès des 100 jours, même si certains considèrent que ça a accouché des souris, l'on considère que quand vous prenez notre Constitution, à son article 67, il est dit que tout Congolais a le devoir de défendre les biens publics. Donc, étant Congolais, je me suis senti dans ce devoir-là de m'inviter dans ce procès parce que je sentais que ça allait mal. D'abord, l'on parlait de détournement, mais ces détournements-là, on a vu M. le Libanais et d'autres personnes qui étaient traduits devant le juge sans que leur société ne soit traduite devant le juge. Et en ce moment-là, se posait une question de comment on va réparer. À supposer que M. le Libanais, M. Djamal, je pense, aient été condamnés, qui devaient indemniser parce que la société n'était pas invitée devant la juge pour répondre, n'est-ce pas, et retourner l'argent dans la caisse de l'État. Ça, c'était une première faiblesse. Donc, je me suis invité par rapport à ça. Malheureusement, ma constitution de la partie civile n'a pas été acceptée. Pourquoi ça n'a pas été accepté? Simplement, il y a une faiblesse et je voulais aussi faire corriger cette faiblesse. Ailleurs, dans les pays de démocratie, États-Unis, parce que cette action est née aux États-Unis, c'est ce qu'on appelle class action, l'action du groupe, de corporation. Et ce qu'on appelle, voilà. Cette action-là, aux États-Unis, c'est trop ouvert. En France, ça existe, mais assez encadré. C'est par exemple, vous autres journalistes, est-ce que vous pouvez, au nom de l'association des journalistes, quand il y a les intérêts des journalistes en danger, vous pouvez mener une action devant la justice. Bon, l'état actuel du droit congolais n'admet pas une action de groupe, sauf en certaines matières comme environnementale, où l'on admet qu'une association peut se constituer partie civile. Et donc, je me suis invité pour tenter de... Parce que si on va recourir à la loi donc, de manière législative, c'est un peu lourd, mais il y a certains droits qui sont nés parce que les juges ont reconnu. Je vous prends un exemple très rapide. Aujourd'hui, vous êtes journaliste, parce que ça fait partie de l'état des droits, il faut respecter la liberté de presse. Vous, journalistes, aujourd'hui, parfois, vous êtes traduits devant la justice au nom de diffamation. Et que vous êtes en train de vous battre, je pense, parce que j'en ai discuté avec vos représentants de certaines associations de la presse, et vous voulez dépénaliser ce qu'on appelle délit de presse. Si vous attendez que ça passe par le Parlement, il faut qu'il y ait un député qui porte, et la procédure parlementaire peut être longue et lourde. Mais à travers certains cas de vos collègues qui sont déjà devant le juge, si le juge venait à les acquitter en circonscrivant, donc pour circonscrire la question, en disant qu'il n'y a pas de diffamation, parce que si vous avez l'immunité de parole en tant que journaliste, mais pour autant, il y a la limite, pour autant que cette immunité de parole et cette information que vous donnez, que ce soit une prise de parole, une information qui soit jugée nécessaire au public et utile dans l'intérêt d'informer le peuple et non pas dans l'intérêt de viser des personnes. Et vous comprendrez que si on arrive à dégager ces critères-là pour dire qu'il n'y a pas de diffamation parce que les journalistes avaient voulu porter une information publique que l'on estime nécessaire, à partir de là, vous comprenez qu'il n'y aura plus nécessité d'aller vers la dépénalisation. La jurisprudence suffirait pour déjà conduire les juges à ne pas intempestivement
condamnait le journaliste. Donc c'est dans ce cadre-là que j'avais souhaité, pour pousser à ce qu'il y ait acceptation de ce que l'on appelle action de groupe. Malheureusement, souvent, quand on est peut-être précurseur d'une action, on est souvent mal compris par ses contemporains. Ce n'est que trop tard qu'on finira par comprendre. J'espère qu'un jour je serai compris. Et donc, enfin, pour démontrer que je n'étais ni pour l'un ni pour l'autre, quand il y a eu le juge qui est mort en pleine instance, ce juge-là, quand il avait, en violation de l'article 74 dans l'ordre procédural, posé des questions à Caméré alors qu'il y avait une demande de renvoi, j'avais dit qu'il avait tué le procès. À ce moment-là, on n'a pas dit que j'étais pro-Caméré. Malheureusement, les avocats de Caméré n'avaient pas exploité cet élément-là pour demander la nullité de procédure. Bon, en même temps, quand j'ai vu l'avocat de Caméré qui prend dans son téléphone les discours du chef de l'État, il l'invite parce que la tendance était de démontrer que si Caméré était poursuivi, ben, évidemment, l'ordre devait venir de M. Tshisekedi. Alors, on oublie que nul n'est tenu, c'est l'article 128 de notre Constitution, nul n'est tenu d'exécuter un ordre apparemment illégal. Alors, j'avais trouvé anormal qu'un avocat, alors que M. le Président de la République n'était pas parti au procès, prenne son discours dans un cadre où sa parole était déformée. À partir de là, j'ai trouvé que ce n'était pas normal. Donc, voilà un peu pourquoi je m'étais invité dans ce procès-là, sans étiquette aucune, ni pour le pouvoir, ni encore moins pour M. Caméré, de la manière dont on m'a accusé. Je regrettais que vous, journalistes, je ne vais pas citer certains de vos collègues, vous avez voulu parler de moi. J'étais au Congo, mais aucun journaliste ne m'a tendu le micro, mais on a voulu choisir mon confrère, maître bâtonnier honoraire du barreau de Paris, maître Olivier Sûr, et on l'a interrogé sur les droits congolais. Je ne pense pas qu'il connaît les droits congolais, mais s'il les connaît, encore il les connaîtra pas mieux que les Congolais. Et donc, j'étais là, il est avocat français autant que moi. On l'a commencé à l'interroger sur un procès auquel il n'avait pas participé, alors qu'on parlait de moi, et j'étais là, et personne ne m'avait interrogé. C'est un peu cette mentalité du colonisé dont vous, journalistes, vous devez vous départir pour d'abord valoriser ce qu'on appelle consommation, ce qu'on appelle préférence nationale, parce que je pense que vous décriez aussi cela en tant que journaliste. Quand vos collègues d'autres chaînes arrivent, je crois qu'ils n'ont pas le même traitement que vous pour l'accès au pouvoir public. Donc voilà un peu sur ces premiers aspects de cette question de mon appartenance, mon ONG, pourquoi j'étais à ce procès-là. Maintenant, question, est-ce que je suis satisfait de l'issue du procès? Est-ce que cela constituerait un état de droit? Oui, je suis très satisfait dans la mesure où, non pas de l'issue du procès, mais qu'il y ait poursuite. Maintenant, quand nous parlons de l'état de droit, c'est une politique, c'est une vision. Je suis heureux que M. le Président de la République Tshisekedi ait cette vision de l'état de droit. Et il permet, il définit les caps, on poursuit les gens. Mais maintenant, l'issue du procès, ça c'est un problème de justice. Donc, sur notre justice, nous militons également pour que notre justice devienne indépendante. Nous militons également que notre justice devienne juste. Mais nous avons une justice, malheureusement, en l'état, qui est une justice injuste. Et nous nous battons pour que cette justice devienne juste à travers les différentes réformes dont le cadre ne me permet pas ici de pouvoir décliner. Voilà un peu comment je peux vous répondre, tout en disant, oui, je suis satisfait qu'il y ait le principe de dire qu'il n'y a plus d'intouchables et que tous nous sommes égaux devant la loi. Je crois que c'est l'article 12 de notre Constitution qui dit « Tous les Congolais sont égaux devant la loi ». Avant, on n'était pas en tout cas égaux devant la loi. Les poursuites judiciaires étaient selon qu'on est proche du pouvoir ou pas. Quand on est proche du pouvoir, on était intouchable. Avec Tshisekedi, il n'y a plus le régime d'intouchable. Là, on est content. Maintenant, notre justice, on n'est pas content d'elle, en commençant par le chef de l'État lui-même en premier. Voilà un peu ce que je peux vous répondre sur cette question.
Le premier, c'est que doit-on nous faire pour que notre justice devienne juste. Et le deuxième aspect, moi je dis que l'état de droit est en marche, alors que le chef de l'État hier a été trop critique contre l'État, enfin, a été clair pour dire que quel que soit ce que l'on dira sur les violations des droits de l'homme, il pourra être sans pitié s'il faut réprimer. Sur le premier aspect, pour que notre justice redevienne juste, cela passe par la formation de magistrats. Il faut justifier des formations continues. Je prendrai l'exemple de la France d'où je viens. Nos autres avocats ainsi que de magistrats, il y a des formations régulières et on doit justifier d'un certain quota d'heures de formation sur une année. Donc il faut mettre l'accent sur la formation et je crois que c'est dans tous les domaines, même chez vous, les journalistes, je crois que vous avez l'obligation de formation parce qu'il faut se mettre à la page. Il ne faut pas, depuis qu'on a fini sur 30 ans, on n'a plus lu un livre alors que le monde évolue. Je crois qu'il faut mettre, le premier levier, c'est qu'il y ait la formation. Le deuxième levier, à l'égard de l'IGF, dont on parle aujourd'hui, il y a aussi un service de justice qu'on appelle Inspectorat général des services judiciaires et pénitentiaires. Donc, il faut que, parce qu'on ne peut pas avoir un pouvoir sans contrôle, et on ne peut pas avoir un contrôle sans sanction. Donc, je crois que même vous autres journalistes, vous avez vos pairs, quand vous dérapez, vous êtes devant le tribunal de paix. C'est pareil que le magistrat. Il y a un service, l'inspectorat, qui contrôle les magistrats. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, la loi dit que quand il y a prise en délibéré, ça veut dire quand le procès, on a entendu les uns et les autres, et que le juge dit « je me retire pour trancher », la loi dit qu'il doit prononcer son jugement dans les 8 jours. Mais vous avez des décisions, depuis qu'ils ont été prises en délibéré, ça va faire même des années, le juge attend, croise les bras, et sûrement ils attendent que les justiciables soient derrière pour le pousser à rendre leur décision. Vous avez beaucoup de gens qui sont à Makala, surtout les jeunes pauvres, parce qu'ils n'ont personne pour aller donner de l'argent afin que leur dossier soit fixé. Et ce qui fait qu'ils croupissent dans la misère, alors qu'ils ont même dépassé le délai de détention. Et surtout, et ce qui est plus grave, quand bien même ils auraient été condamnés, les temps qu'ils ont passé à Makala dépassent déjà même la durée de la peine. Je vous donne un exemple. À supposer que vous allez être condamné à 3 mois. Mais voilà que vous avez déjà 10 mois de détention. Et quand on va vous condamner, vous aurez déjà même dépassé les temps de condamnation. Donc ça demande des réformes. Ça demande... Vous savez qu'avant qu'un dossier arrive au niveau du parquet, il y a des enquêtes qui sont menées par les professionnels qu'on appelle les inspecteurs judiciaires. C'est eux qui mènent les enquêtes. Après, ils amènent les dossiers au parquet. Malheureusement, depuis 2013, si ma mémoire ne me trahit pas, ce service qui était attaché au ministère de la Justice, M. Matata, dans toute ignorance du domaine, sûrement il n'avait pas peut-être interrogé les experts, a pris un décret pour rattacher ce service au ministère de l'Intérieur, au lieu que ce soit au niveau de la justice. De sorte que l'a confondu entre les enquêtes menées par les policiers de notre police nationale, il les a confondus avec des enquêtes des inspecteurs judiciaires. Les inspecteurs judiciaires sont des professionnels d'enquête, alors que la police nationale, ces OPJ mènent des enquêtes à compétences restreintes. Vous comprenez qu'à partir de ce décret Matata, l'on a quand même aussi paralysé la justice. Maintenant, parlant de questions essentielles qui permettent de dire que l'état de droit est en recul. Alors, cela, nous allons l'étudier à travers certains cas pour aller plus rapidement. Vous avez tantôt les cas où on dit qu'il y a acharnement. Ça, c'est le cas Matata. Et vous avez les cas où on dit tantôt qu'il y a
arrestation arbitraire, enlèvement et perquisition illégale. Ça, c'est pour l'actualité. C'est le cas de, comment on va dire, Mukebai, Djongo aujourd'hui, ainsi que M. Kalonda. Bon, prenons le cas Matata. Quand vous prenez, de quoi s'agit-il pour faire bref, et alors très bref dans cette affaire? Aujourd'hui, M. Matata crie à l'acharnement. La vraie question est-ce que quand on est politicien, quand on est candidat aux élections, est-ce que l'on bénéficie d'immunité? Est-ce que quand on est politicien, l'on ne peut pas être poursuivi en justice? La réponse est non. À partir du moment que je vous ai indiqué que toute personne, tous les Congolais naissent libres et égaux devant la justice. Donc, même un politicien, tu dois être poursuivi, et voire même les députés, et voire même les dirigeants politiques, vous n'avez aucune immunité politique, afin de poursuite. Et donc, quand on prend M. Matata, la question qui se pose est que M. Matata a été Premier ministre dans ce pays de 2012 à 2016, si ma mémoire ne me trahit pas. Et lors de ses fonctions de Premier ministre, il s'est retrouvé trempé ou suspecté d'avoir détourné dans le cas dit Bokangolonzo. La question qui se soulève est que, déjà, devrait-il être poursuivi quand il y a un soupçon contre lui ou pas? Lui, il a tendance à estimer que non, il ne peut pas être poursuivi puisqu'il est candidat et c'est un acharnement. Voyez-vous qu'il faut maintenant préparer notre opinion parce que nous ne pouvons pas vouloir le beurre et l'argent du beurre. Qu'est-ce que cela veut dire? Aujourd'hui, il faut qu'on touche à un politicien pour qu'on voit les gens de son coin, sûrement sous le coup de billets, s'organiser en groupe pour passer à la télévision pour dire nous, ressortissants du tel coin, nous sommes contre les poursuites engagées contre notre leader. Ça, ce n'est pas normal. Ça, ce n'est pas le respect des droits de l'homme. Ça, ce n'est pas la démocratie. Ça, ce n'est pas la liberté. Vous ne pouvez pas être en démocratie et venir accepter qu'il y ait des gens qui ont volé et vous venez soutenir les présumés voleurs. Donc, je crois que l'indépendance de la justice doit être également à l'égard de l'opinion et l'opinion doit respecter la justice. Donc, on ne peut pas voir les gens qui se constituent en petits groupes pour dire nous, ressortissants de tel coin, nous sommes contre les poursuites lancées. Et on fait pression sur la justice. C'est pour ça qu'il faut former nos juges à ne pas se laisser aller contre des pressions d'opinion. Donc voilà que M. Matata estime à tort que les poursuites contre lui seraient un acharnement. Bon, maintenant, sur cela, il a été, malgré tout, c'est pour ça que nous saluons l'état des droits, il a été malgré tout poursuivi. Et dans le premier temps, il y a eu un jugement dit Arrêt Kaloba avec la Cour constitutionnelle qui a dit que la Cour était incompétente. Ça veut dire que, étant que Matata n'était plus en fonction, on ne pouvait plus les poursuivre parce que l'article 164 de notre Constitution dit qu'on ne peut pas poursuivre un ministre qui n'est plus en fonction. Je vous donne juste un article pour dire que cela est faux. Malheureusement, maintenant, quand on a l'argent, on paye les professeurs, on paye les avocats, on paye la presse que vous êtes, et de manière sans contradiction, parce que, bon, les ONG pauvres comme nous autres, comment je vais m'inviter à vos chaînes s'il me faut payer? Bon, les gens n'ont pas cet argent-là pour venir faire entendre notre son de cloche. C'est pour ça qu'il faut que vous puissiez organiser les débats contradictoires. Quand vous prenez, je crois, c'est l'article 99 de notre Constitution ou 90, très rapidement, pour apporter la preuve que ce qu'il dit là n'est pas vrai et ce que les professeurs disent et les avocats, ce n'est pas vrai, en disant qu'on ne peut pas poursuivre un ancien Premier ministre. Alors, donc, je vous renvoie à l'article 99 de la Constitution qui dit qu'après les fonctions du Premier ministre, celui-ci est tenu de faire une déclaration de son patrimoine. Parce qu'à l'entrée, il dit « j'avais autant ». À la sortie, il dit aussi qu'il avait autant pour voir si son patrimoine s'est enrichi ou pas, et s'il s'est enrichi, comment il s'est enrichi rapidement. Et on dit qu'en cas de fausse déclaration, 1 mois après les fonctions, il est poursuivi devant la Cour constitutionnelle. Alors, quand on dit 1 mois après, donc on peut être poursuivi
devant la Cour constitutionnelle. Donc voilà le premier aspect de ces choses-là. Malheureusement, le premier arrêt Kaloba s'est déclaré incompétent et que finalement, Dieu merci, heureusement, parce qu'on ne peut pas concevoir dans un pays qu'il y ait une infraction sans juge. C'est comme si on dirait qu'on peut avoir un bébé hors utérus. On ne peut pas concevoir un bébé, même si maintenant l'évolution moderne est là, mais vous voulez comprendre, je vais vous dire qu'on ne peut pas avoir une infraction sans qu'il y ait un juge pour juger la personne. C'est pour ça que je disais qu'on ne peut pas avoir un bébé sans utérus, parce que c'est l'utérus qui reçoit et qui est le cadre d'évolution du bébé. C'est avec raison que j'apprends que le procureur général, M. Mukolo, qui est un magistrat chevronné, parce que depuis longtemps, nous, avocats, nous les connaissons, nous l'avons vu évoluer. Ce n'est pas quelqu'un qui tombe comme un cheveu dans la soupe, c'est quelqu'un qui est magistrat de carrière, qui a une grande expérience. On l'a vu évoluer. Il a gravité tous les échelons pour arriver là où il est. Donc, je pense que ce n'est pas un magistrat qui va faire des choses avec complaisance. Donc, c'est avec raison que M. le procureur général pré-cour constitutionnelle a relancé les poursuites contre M. Matata. À partir du moment qu'on a relancé les poursuites, alors il y a des choses qui se disent, toujours par ces avocats et le fameux professeur, qui vous disent, ben, écoutez, selon l'article 168 de la Constitution, on ne peut pas revenir deux fois sur la même chose. Donc, de ce côté-là, il se trompe parce que les principes dits dont Matata a parlé, non bis in idem, ça veut dire qu'on ne revient pas sur la même chose deux fois, ne s'applique pas ici. C'est un principe de droit, mais qui ne s'applique pas ici dans la mesure où, là, dans l'arrêt Kamboulé État 2, on ne revient pas sur Kalouba 1, pour faire bref. Ça, c'est deuxième chose. Première chose plutôt. Et deuxième chose, quand on dit qu'on ne revient pas deux fois sur la même chose, c'est quand il s'agit de jugements définitifs. Ça veut dire qu'ils ne peuvent plus faire, en tout cas, donner lieu à des recours. Ce qui n'est pas le cas. Un jugement de compétence, un jugement sur la forme dont Matata n'a jamais été acquitté. Donc ça, je ne perdrai pas suffisamment. C'était utile quand même qu'on éclaire notre opinion sur tout ce qui est en train d'être raconté. Si vous voulez un débat contradictoire, à ce moment-là, on entrera en profondeur parce que c'est assez technique. L'idée que tout ce que Matata est en train de dire, principe de non-réactivité. Non-réactivité, ça veut dire que la loi pénale ne rétroagit pas. Ça, c'est un principe. Mais il y a des exceptions. On peut considérer que la loi pénale peut rétroagir dans la mesure où il y a une rétroactivité. Une mitus, ça veut dire la loi la plus douce. Et la non-rétroactivité ne s'applique que quand on est au fond et non pas sur la loi de forme. Or, la compétence, ce n'est pas une loi de fond, mais c'est une loi de forme. Donc, tout ça, ce sont des choses qui demandent beaucoup de technicité et qui ne doivent pas lui donner lieu à une conférence de presse d'un justiciable qui lui dit lui-même qu'il est devenu juriste autodidacte et il commence à raconter des choses que notre opinion va retenir et avec une pluie de professionnels dans vos médias de manière monolithique parce qu'ils ont des moyens. Là, c'est une pression contre la justice. Je considère que les poursuites, en un mot, contre M. Matata, ça ne constitue pas l'acharnement. Bon, très rapidement maintenant sur les cas des autres, qu'on dit enlèvement. Bon, enlèvement, c'est quand c'est illégal. Bon, nous n'avons pas suffisamment d'éléments du dossier pour considérer que c'était légal ou illégal. C'est pour ça qu'il faut laisser la justice faire son travail. Donc, on ne peut pas parler d'enlèvement quand vous êtes poursuivi et interpellé par les services de l'État. Arrestation arbitraire, c'est pareil. Le tout, c'est par rapport à la loi. Bon, maintenant, vous comprenez qu'on ne peut pas, en tant que responsable, quand quelqu'un est poursuivi, commencer à dire qu'il y a des arrestations et consorts. Et enfin, vous avez ce que l'on appelait perquisition. On allait perquisitionner chez une vieille maman de 85 ans. Ça, c'est pour jouer sur l'émotion. La justice n'a pas d'émotion. Que vous ayez 100 ans, 1000 ans, quand vous avez les armes cachées dans votre maison, on ne va pas empêcher d'entrer dans cette maison parce que vous comprenez, il y voit de l'intérêt public. Vous avez un terroriste qui est caché dans une maison d'une maman de 100 ans. Est-ce qu'on va refuser d'y aller? Donc, je crois qu'il ne faut pas commencer à pouvoir se cacher derrière sa casquette de politicien ou derrière les droits de l'homme qui passe comme cache-sexe pour dire qu'on ne peut pas être poursuivi. C'est dans cet esprit que s'inscrit, à mon avis,
l'intervention d'hier de M. le Président de la République, autrement dit, qui a dit qu'il sera sans pitié, même si on va crier à la violation des droits de l'homme. D'aucuns vont considérer qu'il a dit que désormais, il s'en fout des droits de l'homme. Non, je crois qu'il faut mettre les choses dans leur contexte. Il a des communicateurs pour qu'on puisse expliquer sa pensée. Je ne suis pas son communicateur, mais l'idée qu'on peut renverser même son raisonnement, il a commencé par dire qu'il va être sans pitié, même si on va créer des droits de l'homme. Mais ce qu'on va souvent oublier, c'est qu'il a dit à la fin que démocrate, je le suis. Que j'ai été à côté de premier d'entre nous en lutte de la démocratie des droits de l'homme, M. Étienne Tshisekedi d'heureuse mémoire. Donc, autrement dit, on commencerait par dire il a dit qu'il est démocrate. Il a apporté la preuve de son respect des droits de l'homme pour avoir été nourri au mamelles de M. Tshisekedi, le premier d'entre nous qui a fait de l'état de droit son cheval de bataille. Issu d'abord de cette école-là en tant que politicien et de cette éducation-là en tant qu'enfant, vous comprendrez que ce n'est pas M. Tshisekedi que l'on veut aujourd'hui faire passer comme un dictateur qui violerait les droits de l'homme. Donc, il a commencé par là pour chuter, pour dire que même si vous allez vous cacher derrière les droits de l'homme en commettant des infractions ou en menaçant la sécurité, nous n'allons pas nous laisser distraire par votre cache-sexe que vous appelez à tort droit de l'homme. Voilà un peu, ça a été peut-être long, mais j'ai fait un effort de circoncision, parce que ce sont des questions complexes, techniques, et qui ne peuvent pas être vidées à une réponse. Voilà un peu, madame, ce que je peux vous dire là-dessus. Vous puissiez organiser les débats contradictoires, ça serait mieux. D'accord, maître. On peut l'applaudir, s'il vous plaît? Info 243 au cœur de l'actualité.